J'étais trop occupée à réparer les erreurs des autres pour écouter mon propre mari. Les mots ont résonné à travers la salle de banquet, parfaitement clairs grâce au système de sonorisation. Ma sœur Chelsea se tenait là, dans sa robe de mariée en soie faite sur mesure, sous la chaude lumière des projecteurs, tenant un microphone d'une main et ma lettre de divorce privée de l'autre. Le crépitement sec du papier épais, frottant contre le microphone, s'est amplifié par les haut-parleurs, transperçant le silence des 200 invités. Le parfum des lys blancs, provenant des centres de table imposants, est devenu soudainement suffocant, bien trop doux et lourd pour une pièce où tout le monde avait arrêté de respirer. Sous la table, le coin rigide d'une épaisse enveloppe s'enfonçait fortement dans la paume de ma main. Le bord me lacérait la peau, mais j'accueillais la douleur, elle me maintenait ancrée. J'avais 38 ans, jusqu'à récemment, j'avais été la directrice des opérations de notre entreprise familiale. J'avais passé toute ma carrière à organiser des événements parfaits et impeccables pour des clients de la haute société, à réparer les désastres en coulisses avant même que quiconque ne les remarque. Mais, en ce moment, j'étais assise à la réception de mariage de ma sœur cadette, en octobre dernier, la regardant transformer l'échec le plus humiliant de ma vie en un divertissement de soirée. Chelsea a lu un autre paragraphe sur ma distance émotionnelle, et chaque mot qu'elle a prononcé était entièrement vrai. J'avais écrit ces phrases exactes à mon ex-mari lors de notre médiation finale. C'était précisément pourquoi je ne pouvais pas simplement me lever et crier que la lettre était fausse. Notre mère, Barbara, fixait fermement son assiette de dessert, ses lèvres serrées en une ligne fine. À côté d'elle, notre père était assis, rigide dans son smoking, clairement terrifié par un scandale public, mais complètement réticent à arrêter sa fille préférée. Quelques invités à la table voisine ont levé leur téléphone pour enregistrer le spectacle, leurs écrans brillant dans la pièce tamisée. La mariée a fait une pause pour tourner la page, et l'éclairage de la scène a attrapé le bord inférieur du papier. Chelsea avait replié le coin, appuyant fermement son pouce sur le pied de page, mais alors qu'elle ajustait sa prise pour tenir le microphone plus près, j'ai vu les mots imprimés qu'elle essayait si désespérément de cacher, page 4 de 5. Elle ne lisait pas ma lettre originale. Ma sœur avait apporté une copie imprimée, et elle avait délibérément retiré la dernière page. La révélation m'a frappée avec une clarté absolue, balayant le choc initial. Ce n'était pas un discours improvisé et ivre. Chelsea avait calculé cette attaque. Elle savait que j'avais la dernière page, alors elle a décidé de frapper la première, me définissant comme une sœur folle et jalouse avant que je ne puisse parler à son fiancé. J'ai repoussé ma chaise et me suis levée. Les lourdes pattes en bois ont raclé bruyamment le parquet de la salle de bal. Je n'ai pas couru vers la scène et je n'ai pas essayé de lui arracher le microphone des mains. Je me suis simplement tenue droite et j'ai parlé assez fort pour que les tables du devant entendent. « Pourquoi n'as-tu pas lu la dernière page, Chelsea ?» ai-je demandé. Son sourire radieux et entraîné s'est figé instantanément. La mariée a baissé le microphone juste d'une fraction, ses yeux s'écarquillant vers nos parents pendant une fraction de seconde avant de revenir vers moi. « Parce que ça ne change rien, Megan, a-t-elle claqué. Mes mains étaient complètement froides, mais ma voix est restée stable. Je savais exactement ce que contenait cette page manquante, et je savais exactement pourquoi ma sœur en était terrifiée. J'ai sorti la lettre originale de 5 pages de mon sac à main et j'ai marché tout droit devant la table d'honneur, vers le fiancé. Aaron m'a regardé approcher, l'air confus et très mal à l'aise dans son costume sur mesure. Il avait passé la dernière heure à célébrer, complètement inconscient du piège que sa fiancée lui avait tendu. Lisez le dernier paragraphe, lui ai-je dit, lui tendant le lourd document. Aaron a regardé sa fiancée, puis le papier. Je me suis penchée et j'ai montré ma propre signature au bas de la page 5. Ensuite, j'ai pointé le résumé officiel, joint par mon avocate, Dana. Le texte détaillait un examen médico-légal complet des technologies, et il reliait les faux comptes d'aventure qui avaient détruit mon mariage à un travailleur indépendant numérique. Il prouvait que le travailleur indépendant avait été embauché directement par Chelsea, et surtout, il montrait que la compte initiale avait été payée à l'aide d'un appareil enregistré au nom d'Aaron Blake, utilisant une carte de crédit se terminant par 4 chiffres spécifiques. Aaron a lu les lignes lentement. Il a cligné des yeux, les relisant une deuxième fois, et j'ai vu ses yeux s'écarquiller à mesure que la réalité s'installait.
Il a reconnu le nom de son propre ordinateur portable. Il a reconnu les 4 derniers chiffres de sa carte de crédit d'entreprise. Le fiancé s'est lentement tourné vers sa fiancée, la confusion sur son visage se transformant en quelque chose de beaucoup plus aigu, quelque chose de dangereux. « Est-ce vrai ?» a demandé Aaron, sa voix était basse, mais elle a porté à travers la piste de danse silencieuse. La mariée ne lui a pas répondu directement. Chelsea a pointé un doigt manucuré vers moi, son visage rougissant. « Elle ment », a dit Chelsea, sa voix montant en flèche et frisant la frénésie. « Tu sais qu'elle ment. Tu étais au courant de la campagne test dès le début, Aaron. Tu m'as donné la permission ? » Mon père s'est finalement levé, levant les mains et suppliant tout le monde de rester calme et de se souvenir de l'endroit où il se trouvait. La pièce a éclaté en murmures silencieux et frénétiques. Alors Chelsea a essayé d'utiliser le bruit soudain à son avantage. Elle s'est approchée d'Aaron, envahissant son espace, et a déclaré que j'étais juste une femme amère et jalouse, essayant de gâcher sa journée parfaite parce que mon propre mari m'avait quittée. Ma sœur a attrapé son bras, ses jointures devenant blanches contre sa veste sombre. « Dis-lui que tu savais », a exigé Chelsea. Aaron a fixé sa main pendant une seconde, puis a retiré son bras de sa prise. Il a fait un pas en arrière délibéré, mettant une distance physique entre lui et sa fiancée. « Je ne sais même pas de quoi tu parles », a répondu Aaron. Les mots d'Aaron sont restés suspendus dans la salle de réception. Debout là, dans le silence, écoutant l'homme qu'elle était censée épouser nier toute connaissance de ses plans, je me suis souvenu d'une époque où les gens nous appelaient, ma sœur et moi, l'équipe parfaite. 20 mois avant ce mariage gâché, Foster House Events fonctionnait sur une simple division du travail. Nos parents avaient construit l'entreprise, mais c'était nous qui la dirigions. Chelsea concevait les expériences. Elle choisissait les lieux historiques, sélectionnait les palettes de couleurs personnalisées, et charmait les clients haut de gamme pour qu'ils dépensent le double de leurs budgets initiaux. Je m'occupais de tout le reste. Je détenais les clés, gérais les comptes et possédais l'autorité finale sur tous les contrats avec les fournisseurs. Sur le papier, cela fonctionnait magnifiquement, mais l'équilibre des pouvoirs penchait toujours dans ma direction. Chelsea créait la lumière, et moi, je contrôlais l'électricité. En février de l'année précédente, nous nous sommes réunis dans la salle de conférence principale. Chelsea se tenait à la tête de la table en acajou, projetant une présentation de diapositives qui aurait eu sa place dans un magazine de mariage glacé. Elle proposait une expansion corporative massive, suggérant que nous ouvrions 3 nouvelles succursales dans 3 villes différentes, le tout dans une fenêtre de 12 mois. Notre mère rayonnait depuis son siège, acquiesçant à un discours inspirant sur la capture du marché des destinations de luxe. La présentation était magnifique, et tout le monde dans la pièce semblait complètement captivé, mais tandis que je regardais les dossiers financiers imprimés qu'elle avait distribués, une alarme silencieuse s'est déclenchée dans ma tête. Les chiffres n'avaient pas de sens. Les revenus projetés pour le premier trimestre étaient astronomiquement élevés, tandis que les coûts de main-d'œuvre estimés pour 3 équipes flambant neuves étaient étrangement bas. Il y avait aussi une ligne de dépenses massive, simplement étiquetée « Commission de sécurisation de fournisseurs », manquant complètement d'informations de paiement spécifiques. Au lieu de demander à ma sœur des explications sur les divergences plus tard, autour d'un café, j'ai ouvert mon ordinateur portable, là, à table, me connectant au réseau de l'entreprise. J'ai affiché le tableau de calcul original de la proposition. Le fichier contenait un historique des versions détaillées. Scanner, les modifications a révélé exactement ce que je cherchais, et c'était bien pire qu'une simple erreur de calcul. Quelqu'un avait manuellement augmenté les projections de revenus et drastiquement réduit les estimations de main-d'œuvre, 2 jours après que notre service comptable eut approuvé l'ébauche initiale. Ce fut ma faille fatale. J'avais absolument raison concernant les données corrompues, mais j'ai utilisé ma justesse comme un instrument contondant. Le risque d'endettement était trop élevé pour retarder la conversation, alors je n'ai pas attendu un moment privé pour lui demander pourquoi les chiffres avaient changé. J'ai soulevé la question immédiatement, soulignant les divergences juste devant nos parents, le président indépendant du conseil d'administration et notre directrice financière. L'air dans la salle de conférence est devenu lourd. Chelsea a cessé de faire avancer ses diapositives, ses épaules se sont raidies sous son blazer ajusté alors qu'elle croisait mon regard. « Tu ne fais jamais confiance à ma vision »,
Megan, a dit Chelsea, sa voix tremblant juste une fraction. J'aurais dû m'arrêter là, ou du moins suggérer que nous réexaminions les calculs ensemble après le déjeuner. Au lieu de cela, j'ai porté le coup final. Je fais confiance à ton talent, Chelsea, ai-je répondu, gardant ma voix parfaitement égale. Je ne fais pas confiance à ton jugement avec autant de dettes. Ces mots ont atterri comme des pierres sur la table en verre. Notre président indépendant a éclairci sa gorge et fermé son dossier, tandis que la directrice financière a soudainement trouvé ses chaussures incroyablement intéressantes. Ma sœur a maintenu son sourire professionnel impeccable, mais j'ai vu ses ongles manucurés s'enfoncer si profondément dans son porte-documents en cuir que ses jointures sont devenues complètement blanches. La réunion s'est terminée rapidement après cela, et le conseil a ajourné le plan d'expansion indéfiniment. 30 minutes plus tard, mon père m'a appelé dans son bureau privé. Il a fermé la lourde porte en chêne, s'est versé un verre d'eau et m'a dit qu'il prévoyait de me nommer nouvelle directrice générale d'ici l'année suivante. Je ne suis pas sortie pour me vanter de la promotion. La pensée de ce que cela signifiait pour ma sœur ne m'a même pas traversé l'esprit, sans parler de lui offrir une voie claire vers le leadership à mes côtés. Plus tard ce soir-là, j'ai mentionné la tension évidente à notre mère. Barbara a simplement agité la main, rejetant complètement l'inquiétude. Elle a insisté sur le fait que la plus jeune s'en remettrait, ajoutant que j'avais de toute façon toujours été la plus forte, la fille capable de prendre les décisions difficiles. 2 soirs plus tard, nous avons eu notre dîner de famille habituel chez mes parents. Chelsea est arrivée avec une bouteille de vin cher et un discours parfaitement répété. Debout dans la cuisine pendant que le four préchauffait, elle m'a versé un verre et s'est excusée. Ma sœur m'a dit que j'avais sauvé l'entreprise d'une décision hâtive et émotionnelle, et elle m'a remercié d'être le pilier logique de la famille. J'ai accepté complètement les excuses. Je l'ai cru parce que ces mots s'intégraient parfaitement dans le récit que je voulais croire, un monde commode où la logique résolvait toujours les conflits émotionnels. Nous avons terminé le dîner, et la soirée a ressemblé à une scène remise à zéro de notre relation de travail. Mais, pendant que j'aidais ma mère à débarrasser les assiettes du dessert, Chelsea est entrée dans mon bureau à domicile, au fond du couloir. J'apprendrai bien plus tard qu'elle avait utilisé ces 10 minutes de calme pour télécharger une copie complète de notre calendrier d'entreprise partagé. Elle avait également pris des photographies de ma liste de clients privés, une liste de contacts précieux que seul moi gérais. Ma sœur en avait fini de se battre pour l'approbation dans les salles de conseil, et elle avait trouvé un champ de bataille complètement différent. 3 semaines plus tard, mon mari a reçu le premier message d'une femme utilisant mon nom. Le premier message est arrivé un mardi soir. Colin était assis sur le canapé du salon, faisant défiler son téléphone, lorsqu'une notification a illuminé l'écran. Un numéro inconnu lui avait envoyé une photographie. Elle me montrait debout à côté d'Ian Davenport, devant un restaurant important du centre-ville. Ian était un client corporatif riche, un homme marié avec 3 enfants, et un compte incroyablement important pour notre entreprise. L'image était entièrement réelle, prise après un grand dîner de fournisseurs, mais le cadre avait été étroitement recadré pour retirer les 6 autres personnes debout sur le trottoir avec nous. Sans le contexte du groupe, cela ressemblait à un adieu intime de fin de soirée. Avec la photo recadrée, est venue une série de captures d'écran. Elles affichaient des messages textes provenant d'un compte de médias sociaux enregistré sous mon nom. Les messages contenaient des phrases très spécifiques, utilisant le vocabulaire corporatif exact et les salutations polies que j'utilisais normalement dans mes courriels quotidiens. Celui qui avait construit le mensonge ne s'est pas arrêté à une seule photographie. Un deuxième message texte a livré un reçu d'hôtel numérisé, provenant d'un voyage de repérage de site que j'avais fait 2 mois auparavant. Mon calendrier d'entreprise partagé, celui-là même que ma sœur avait téléchargé, prouvait qu'Yann se trouvait dans cette même ville, aux mêmes dates exactes. Le compte de messagerie fabriqué a ensuite envoyé plusieurs textes romantiques au numéro inconnu. L'expéditeur a utilisé un service de téléphone prépayé, rendant toute la piste numérique crédible et profondément cachée. Les miettes de pain numérique formaient une ligne dévastatrice parfaite. Mon mari est entré dans la cuisine et a posé son téléphone, face vers le haut, sur l'îlot en granit. Il m'a posé une seule question, sa voix tendue et complètement dépourvue de sa chaleur habituelle, il voulait savoir si je couchais avec mon client.
En regardant l'écran lumineux, j'ai vu un message fabriqué concernant une clé de chambre d'hôtel. Une chaleur soudaine et intense a envahi l'arrière de mon cou. J'avais passé toute ma vie professionnelle à gérer des risques, à vérifier des contrats et à exiger des preuves absolues avant de porter des accusations. Maintenant, l'homme que j'avais épousé il y a 8 ans était prêt à jeter toute notre vie par la fenêtre pour une poignée de captures d'écran anonymes. Si tu crois déjà cela, rien de ce que je dirai ne suffira, lui ai-je dit. Je n'ai pas pris l'appareil pour vérifier le numéro de téléphone. Je ne lui ai pas demandé de m'envoyer les fichiers originaux pour que je puisse inspecter les données cachées. L'orgueil a ancré mes pieds au sol, et la colère a brouillé ma vision. Au lieu de démanteler l'accusation méthodiquement, je lui ai tourné le dos, suis sorti de la cuisine et suis monté à l'étage, dans la chambre d'amis. Colin ne m'a pas suivi. Le silence dans la maison cette nuit-là était lourd, mais il n'était pas inconnu. Notre fondation se fissurait depuis longtemps. Au cours des 2 années précédentes, mon mari s'était fréquemment plaint que je traitais notre mariage comme un risque opérationnel. Je réorganisais régulièrement son emploi du temps pour qu'il corresponde à mes réunions clients, répondais aux questions en son nom lors des dîners, et apportais ma mentalité de gestion agressive directement dans notre salle à manger. Seulement 6 mois plus tôt, j'avais complètement manqué un rendez-vous programmé de thérapie de couple parce qu'un fleuriste avait livré les mauvais centres de table à un gala de charité. Ces échecs ne prouvaient pas l'infidélité, mais ils avaient effectivement créé une distance émotionnelle massive. J'avais construit un mur entre nous, et les messages fabriqués ont simplement donné à Colin une explication commode à l'existence de ce mur. Il était prêt à croire que je menais une vie secrète parce qu'il se sentait déjà complètement exclu de ma vraie vie. L'après-midi suivant, la sonnette a retenti. Chelsea se tenait sur le porche, tenant 2 tasses de café et affichant une expression profondément préoccupée. Elle est entrée immédiatement, me tirant dans une étreinte serrée. Ma sœur sentait la vanille et le nettoyage à sec coûteux, et elle parlait d'une voix douce et apaisante, proposant de médiatiser le désastre croissant. Assise à la table de la cuisine, Chelsea m'a doucement demandé d'expliquer exactement ce que Colin avait vu. Elle avait besoin de connaître les détails précis des preuves, prétendant qu'elle voulait comprendre toute l'étendue du malentendu. J'ai déversé chaque détail, complètement inconsciente que je donnais à l'architecte un rapport de situation en temps réel sur son propre projet de démolition. Plus tard ce soir-là, Chelsea s'est assise avec Colin sur le patio arrière. Elle a joué le rôle de la membre de la famille sympathique à la perfection. Quand Colin a mentionné ma réaction froide et dédaigneuse dans la cuisine, Chelsea a hoché la tête lentement. Elle lui a dit que j'avais toujours été distante et détachée chaque fois que quelqu'un me surprenait à commettre une erreur que je ne pouvais pas contrôler. La véritable ingéniosité du piège est devenue apparente le lendemain matin. Colin est entré dans le couloir, le visage pâle et épuisé, et m'a de nouveau tendu son téléphone. Un nouveau message était arrivé pendant la nuit, provenant du numéro anonyme. J'ai lu le texte, et mon estomac s'est complètement noué. Le message contenait une phrase très spécifique sur la recherche d'un havre tranquille dans une tempête bruyante. Ce n'était pas une déclaration romantique générique. J'avais écrit ces mots exacts dans un brouillon privé pour nos vœux d'anniversaire à venir. Le document existait exclusivement sur notre ordinateur familial, et je l'avais seulement envoyé par courriel à une seule personne pour obtenir des commentaires. Une froide réalisation m'a envahi, la personne qui construisait ce cauchemar avait un accès intime et immédiat à mes fichiers privés. Mais au lieu de voir le coupable évident assis juste à côté de moi lors des dîners de famille, mon esprit a sauté à la mauvaise conclusion. J'ai immédiatement soupçonné Colin de me tendre un piège élaboré pour tester mon honnêteté, ou peut-être qu'Ian Davenport cachait une vraie liaison et utilisait mon nom comme un bouclier commode. Le mensonge était d'une efficacité dévastatrice parce qu'il tissait des points de données réels dans une conclusion fabriquée, continuellement mise à jour par la personne même qui prétendait nous réconforter. Colin n'a pas attendu que j'explique le brouillon des vœux. Il a retiré son téléphone de ma main et a sorti un morceau de papier plié de sa poche de chemise. Il m'a tendu le document imprimé sans dire un seul mot. C'était un courriel transféré d'Ian Davenport, adressé directement au conseil de direction de Foster House Events. Il demandait officiellement que l'entreprise me retire immédiatement de son compte.
Le courriel transféré Diane Davenport restait illuminé sur l'écran de mon ordinateur portable, et son texte noir ressortait vivement sur le fond blanc éclatant. Mes mains ont serré le bord de l'îlot de cuisine si fort que mes jointures ont commencé à me faire mal. Yann n'a pas explicitement confirmé une liaison dans son message, mais sa plainte officielle stipulait que mon scandale personnel créait une distraction massive pour sa prochaine retraite d'entreprise. Sa femme avait vu les messages textes fabriqués, en conséquence, il refusait absolument de me parler directement. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. 2 heures plus tard, 2 autres clients importants ont mis leurs contrats annuels en suspens indéfiniment. Les dégâts se propageaient plus vite qu'un verre de vin rouge renversé sur une nappe blanche, et je n'avais absolument aucun moyen de les arrêter. Mes parents m'ont convoqué au bureau principal de l'entreprise le lendemain matin. Être assise en face de Thomas et Barbara me donnait l'impression de faire face à un conseil d'administration hostile plutôt qu'aux personnes qui m'avaient élevée. La pièce sentait l'acajou poli et le café rassis. Ils n'ont pas suggéré d'engager un enquêteur médico-légal indépendant, ni demandé de revoir eux-mêmes les messages textes. Mon père a simplement tapoté son stylo doré contre un porte-documents en cuir, éclaircissant sa gorge avant de me demander de prendre un congé temporaire pour « protéger la marque », a-t-il dit. Ma sœur était assise tranquillement au bout de la longue table, affichant une expression parfaitement sympathique. Chelsea s'est penchée en avant, posant une main réconfortante sur son carnet, et a proposé de gérer mes comptes jusqu'à ce que tout s'éclaircisse. En les regardant tous les trois, une amère réalisation s'est installée lourdement dans ma poitrine. La famille se souciait entièrement de la perception des clients, et la vérité réelle des preuves importait bien moins que le maintien de notre image publique irréprochable. J'ai quitté le bâtiment et suis allé directement en ville, mon cœur battant un rythme frénétique contre mes côtes. La colère a complètement supplanté mon approche disciplinée habituelle de la gestion de crise. Au lieu de consulter un avocat ou de prendre un moment pour respirer, j'ai marché directement dans le hall corporatif Diane Davenport et j'ai exigé 10 minutes de son temps. Quand il est finalement sorti des ascenseurs en laiton, il avait l'air terrifié. Je l'ai acculé près du bureau de sécurité, ma voix résonnant sur les murs de marbre, nette et inflexible, alors que j'exigeais de savoir exactement qui avait envoyé ces captures d'écran à sa femme. Yann est pratiquement retourné en courant à la sécurité de son bureau. Moins de 10 minutes plus tard, il a appelé Foster House Events et a demandé à parler à son nouveau gestionnaire de compte. Il a dit à Chelsea que je venais de le prendre en embuscade et que j'avais menacé sa carrière. Ma sœur a réalisé immédiatement que je traquais activement la source des données. Ce même après-midi, le numéro de téléphone prépayé qui envoyait des messages à mon mari a brusquement cessé de fonctionner. Le profil de messagerie fabriqué a disparu d'Internet sans laisser la moindre trace. Quand je me suis connecté au serveur de l'entreprise depuis mon ordinateur personnel plus tard ce soir-là, plusieurs courriels cruciaux manquaient dans nos dossiers promotionnels partagés. J'ai fixé les répertoires numériques vides, comprenant enfin ce que j'avais fait. Ma confrontation hâtive et émotionnelle avait agi comme une forte sonnette d'alarme, avertissant l'architecte de ce désastre de balayer toutes ses empreintes numériques avant que quiconque d'autre ne puisse les trouver. Colin a fait ses valises ce week-end-là. Nous nous tenions dans le couloir à l'étage, entourés de boîtes en carton marron et de 8 ans d'histoire accumulée. Il n'a pas crié et il ne m'a pas traité de menteuse. Mon mari a simplement fermé sa sacoche en toile et a déclaré qu'il ne pouvait plus vivre dans une maison où chaque question mutait en une lutte vicieuse sur qui détenait la vérité absolue. J'ai refusé de confesser une liaison qui n'avait jamais eu lieu, mais en regardant son visage épuisé, j'ai finalement reconnu une réalité différente. J'avais passé des années à traiter notre mariage comme un risque opérationnel, outrepassant constamment ses décisions et le tenant effectivement à l'écart de ma vie quotidienne. Nous nous sommes séparés cet après-midi-là, et le silence qu'il a laissé derrière lui était complètement assourdissant. Des mois ont passé, nous entraînant régulièrement vers une session de médiation finale. Un mardi tranquille de janvier, je me suis assise à ma table à manger et j'ai écrit à la main une lettre de 5 pages à Colin. Les 4 premières pages contenaient un compte-rendu brutal et honnête de mes véritables défauts. J'ai admis mon besoin incessant de contrôle, mon obsession du travail et la froideur qui nous avaient lentement éloignés. Mais la 5e page était différente. Sur cette dernière feuille de papier, j'ai explicitement déclaré que je croyais toujours que les preuves d'infidélité étaient entièrement fabriquées, et je refusais absolument de signer mon nom à une histoire fictive que quelqu'un d'autre avait rédigée.
J'ai gardé le document original signé en toute sécurité en ma possession. Colin a reçu une photocopie complète pendant le processus de médiation, et, toujours désespéré que ma famille comprenne son point de vue sur l'effondrement, il a emporté cette copie exacte chez mes parents une semaine plus tard. Mon père et ma mère ont écouté son explication dans leur salon, et Colin a laissé l'épaisse pile de papier reposer sur leur table basse en verre lorsqu'il est parti. Selon les horodatages du système de sécurité que je découvrirai bien plus tard, Chelsea était en visite cet après-midi-là. Pendant que les papiers étaient sans surveillance dans la maison tranquille, ma sœur a discrètement scanné le document entier et a replacé la pile exactement là où Colin l'avait laissée. Elle a obtenu les mots exacts dont elle avait besoin sans jamais avoir à voler la copie physique. Des mois plus tard, alors qu'elle préparait sa réception de mariage, Chelsea a imprimé une nouvelle version, ne contenant que les 4 premières pages. Elle a soigneusement pratiqué la tenue du papier, s'assurant que son pouce couvrirait parfaitement le pied de page marquant, page 4 de 5. Au moment où le divorce était définitif, Chelsea avait mon bureau, mes clients et une copie de chaque phrase que j'avais honte d'avoir écrite. 3 mois après que le divorce fut prononcé, j'ai signé un bail commercial pour un petit espace à l'intérieur d'un entrepôt en briques rénové, de l'autre côté de la ville. Le bureau d'angle manquait des vues imprenables sur la ville et des meubles en acajou coûteux que j'appréciais autrefois chez Foster House Events. Des particules de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi, filtrant à travers la seule fenêtre industrielle. Ma nouvelle entreprise se concentrait entièrement sur la restauration de lieux d'événements historiques, exigeant un travail physique intense et de longues heures de planification solitaire. J'avais échangé ma berline de luxe contre une fiable voiture familiale de 10 ans pour financer les coûts de démarrage. Bâtir une liste de clients à partir de zéro était épuisant, pourtant, la quiétude de l'indépendance avait un meilleur goût que n'importe quel bonus d'entreprise. L'empire familial continuait de fonctionner sans moi, et je passais mes journées à mesurer les moulures d'origine et à examiner les permis municipaux. Un mardi après-midi pluvieux d'août, un étrange courriel a contourné mon filtre anti-spam. L'expéditeur listait son nom comme Logan Price, un travailleur indépendant en conception numérique. Ma souris a plané au-dessus de l'objet, il faisait référence à une facture impayée et à un projet d'interface de message. En cliquant pour ouvrir le message, 2 courts paragraphes et un fichier image joint sont apparus. Logan demandait si je savais exactement à quoi Chelsea avait utilisé le modèle de message personnalisé, notant que son paiement final était en retard de 90 jours. Un poids lourd s'est installé dans ma poitrine lorsque j'ai cliqué sur l'image. La pièce jointe affichait une capture d'écran haute résolution d'un espace de travail de conception, présentant une interface qui reflétait parfaitement le faux profil de médias sociaux qui avait détruit mon mariage. Ma réaction immédiate fut une pure suspicion. Cela pourrait facilement être une tentative d'extorsion ou un autre piège élaboré tendu par mes anciens collègues. Au lieu de répondre à l'étranger, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Dana Whittaker. Mon avocate civile possédait un esprit comme une trappe d'acier et une profonde intolérance aux décisions émotionnelles. Dana m'a immédiatement demandé de ne pas interagir directement avec Logan, organisant un appel conférence sécurisé et enregistré pour le lendemain matin. Assise dans le bureau impeccable de Dana au centre-ville, écoutant le haut-parleur, nous avons finalement entendu le designer expliquer sa version du projet. Logan a déclaré que Chelsea l'avait engagé pour créer une interface d'application de chat réaliste, des avatars personnalisés et un historique de conversation crédible pour ce qu'elle appelait une « campagne test de marketing ciblée ». Il n'avait réalisé la vraie nature de son produit que lorsque les rumeurs de l'industrie événementielle locale avaient finalement atteint son réseau professionnel. Suivant les instructions strictes de Dana, le travailleur indépendant a transféré le répertoire complet du projet via un portail crypté. L'avocate a ouvert le fichier de conception maître sur son large moniteur, et nous avons regardé le curseur se déplacer à travers les couches de preuves numériques. Le document contenait un historique détaillé des versions, confirmant les dates exactes de la construction des textes fabriqués. Ensuite, Dana a cliqué sur un panneau de rétroaction caché, exposant une série de notes éditoriales. Un commentaire spécifique m'a coupé le souffle. Le texte instruisait le designer de faire en sorte que le ton ressemble davantage à Meghan, accompagné d'un courriel transféré contenant 3 paragraphes réels que j'avais précédemment écrits à un fournisseur. Chelsea avait activement fourni ma vraie correspondance comme matériel de formation pour imiter ma voix professionnelle.
Pour cacher la dépense, la facture finale soumise au service comptable de l'entreprise avait été faussement étiquetée comme un « forfait animation d'invitation ». La chaleur a irradié mes épaules. Ma main s'est instinctivement dirigée vers mon téléphone, mes doigts prêts à composer le numéro personnel de ma sœur. Je voulais entendre la panique dans sa voix. Je voulais lui dire que j'avais les fichiers de conception et exiger une confession, là, sur le champ. Une main froide s'est fermement refermée sur mon poignet. Dana m'a fixé de l'autre côté de la table de conférence polie, son expression complètement inflexible. « Veux-tu une réponse, ou veux-tu des preuves ?» a demandé Dana, sa voix tombant à un registre bas et sérieux. La question m'a forcé à me figer. Mon avocate m'a rappelé que la suspicion n'était pas une preuve, et appeler ma sœur maintenant ne ferait que donner à l'architecte une autre occasion de supprimer les données restantes. J'ai lentement retiré ma main de l'appareil, admettant finalement à moi-même que ma colère essayait encore de dicter mes actions. Garder la chaîne de traçabilité numérique complètement propre était bien plus important qu'un sentiment de triomphe momentané. Dana a reporté son attention sur le rapport médico-légal fourni par son expert technique indépendant. L'analyse des métadonnées a révélé quelque chose de profondément dérangeant concernant les transferts de fichiers. Une session de téléchargement complète de l'historique de chaque fabriqué final avait été exécutée à partir d'un appareil distant. Le nom d'enregistrement de la machine, listé dans le journal du réseau, indiquait « Aaron Blake ». De plus, l'acompte initial versé à Logan Price provenait d'une carte de crédit d'entreprise. L'expert a surligné les 4 derniers chiffres du numéro de compte, les faisant correspondre à une carte émise directement au fiancé de ma sœur. J'ai fixé les chiffres sur l'écran, une nouvelle vague de confusion m'envahissant. Aaron était un consultant en marque, un homme qui semblait toujours poli et complètement déconnecté des dynamiques toxiques de ma famille. Je n'avais aucune idée s'il était un complice actif dans la diffamation ou simplement une autre victime manipulée en coulisses. Dana a fait pivoter le lourd ordinateur portable vers mon côté du bureau et a tapoté son stylo contre l'écran illuminé. La machine qui a construit le mensonge appartient à l'homme qu'elle épouse dans 6 semaines, a dit Dana. Dana n'a pas perdu de temps après avoir découvert l'empreinte numérique liée au mariage à venir. Mon avocate civile a officiellement transmis un avis juridique formel, exigeant la préservation stricte de toutes les communications électroniques, sauvegarde de projets et serveurs d'entreprise à Chelsea, à Foster House Events et à tout fournisseur de stockage de données connexes. La notification évitait de détailler toute notre stratégie juridique, se concentrant exclusivement sur l'énumération des catégories spécifiques de matériel numérique qui devaient rester intactes. Pendant ce temps, Logan a signé une déclaration sous serment complète et a volontairement remis sa station de travail principale afin que notre spécialiste médico-légal puisse créer une sauvegarde sécurisée du disque dur. Travaillant aux côtés de notre expert technique, nous avons extrait les itinéraires de voyage, les journaux de calendrier d'entreprise et les fichiers d'inscription aux conventions pour Aaron. Les registres ont prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que mon futur beau-frère assistait physiquement à une conférence sur la stratégie de marque dans un autre État, aux jours exacts où plusieurs fichiers essentiels avaient été téléchargés et compilés. Cette chronologie ne l'absolvait pas complètement de toute responsabilité, puisque quelqu'un pourrait théoriquement abuser de matériel sans surveillance ou de justificatifs partagés, mais elle augmentait considérablement la probabilité que ma sœur ait exploité son équipement sans sa connaissance explicite. Malgré les risques de lui parler, j'ai décidé que le fiancé méritait d'entendre la vérité avant de marcher dans l'allée. Un homme sur le point de lier sa vie à une menteuse chronique méritait un choix pleinement éclairé, et cacher les données plus longtemps aurait été comme participer à la tromperie. Avant que je ne puisse contacter le fiancé, la pression familiale est arrivée à mon bureau d'entrepôt, enveloppé sous le couvert de préoccupations médicales. Notre père avait récemment subi une légère alerte cardiaque, et Barbara a traversé la ville pour délivrer un avertissement sévère. Assise en face de mon petit bureau en bois, ma mère a exhorté les 2 filles à cesser de provoquer des troubles publics pendant que Thomas se rétablissait. J'ai refusé d'offrir une promesse inconditionnelle de silence. Au lieu de cela, j'ai tracé une limite ferme et inébranlable, expliquant que je garderais l'enquête silencieuse seulement si Chelsea ne lançait plus d'attaques publiques et si Aaron recevait les preuves documentaires dont il avait besoin. Barbara a secoué la tête, rejetant entièrement mes conditions et m'accusant de chercher la moindre excuse possible pour jeter une ombre sur le jour du mariage de sa fille préférée.
Ma sœur a appris que le travailleur indépendant avait coopéré avec notre équipe juridique beaucoup plus vite que prévu. Paniquant en réalisant que quelqu'un possédait toujours les fichiers source maîtres, Chelsea a soudainement transféré une somme d'argent importante via une application de paiement numérique sur le compte de Logan. En plus de l'argent inattendu, elle a joint une demande pour qu'il signe immédiatement une déclaration antidatée, affirmant que le projet d'interface n'était rien de plus qu'une œuvre d'art graphique indépendante entièrement fictive. Logan a transmis la notification directement à Dana quelques minutes après l'avoir reçue. En lisant la nouvelle chaîne de messages, j'ai compris que ma sœur réalisait enfin qu'un témoin indépendant détenait les clés numériques de sa perte. Le dîner de répétition n'étant qu'à 24 heures, j'ai envoyé un court message texte à Aaron, lui demandant 10 minutes en privé pour parler avant le début des festivités du soir. J'ai gardé le message complètement vague, évitant toute mention des dossiers juridiques sur les réseaux cellulaires. Malheureusement, ma sœur surveillait de près les communications de son fiancé cette semaine-là. Chelsea a dû intercepter la notification ou entendre Aaron mentionner la demande entrante, car elle est immédiatement intervenue. Elle a raconté une histoire dramatique à son fiancé, affirmant que je souffrais d'un autre épisode émotionnel, motivé par l'amertume persistante de mon récent divorce. Aaron a poliment annulé notre réunion prévue par un court message texte, suggérant gentiment que je pourrais envoyer les documents que je voulais après la conclusion des célébrations du week-end. Ce soir-là, une ancienne employée loyale de l'entreprise familiale m'a contacté via une application de messagerie sécurisée, me transmettant une copie numérique de l'horaire principal mis à jour pour la réception de mariage. En parcourant le calendrier révisé, mes yeux se sont fixés sur un segment nouvellement inséré, positionné juste avant la première danse. Chelsea avait ajouté un élément formel, intitulé d'une douce phrase familière. Une froide certitude s'est installée dans mes os. Ma sœur avait réussi à obtenir une copie numérisée de ma lettre de divorce lors de sa visite chez nos parents des mois plus tôt, et elle prévoyait de l'utiliser comme une arme publique. Je savais qu'entrer dans cette salle de bal inviterait à une humiliation immédiate, mais rester à l'écart signifiait laisser le mensonge passer pour la vérité absolue. J'ai soigneusement rassemblé le document original de 5 pages et le résumé juridique complet préparé par Dana, les glissant dans un dossier en cuir structuré. J'ai rangé les dossiers dans mon sac à main, m'accrochant toujours à l'espoir fragile qu'une conversation privée avec le fiancé empêcherait un désastre public. Le silence qui a suivi le déni du fiancé s'est épaissi dans la grande salle de bal, oppressant les 200 invités venus s'attendre à un conte de fées et se retrouvant piégés dans une exécution publique. Aaron se tenait immobile près des marches de l'autel, les yeux écarquillés et fixés sur la mariée. Chelsea le fixait à son tour, sa poitrine se soulevant sous les couches de soie blanche, alors que la perfection répétée de son jour de mariage se fracturait complètement. Ma sœur luttait pour retrouver son équilibre, ses mains tremblantes alors qu'elle tenait toujours le microphone. « Tu m'as dit que ce n'était qu'une expérience de marque », a dit Chelsea, sa voix se brisant alors qu'elle essayait de rejeter la faute sur l'homme qu'elle était sur le point d'épouser. « Tu m'as aidé à concevoir toute la présentation, Aaron. » Le fiancé a fait un autre pas lent en arrière, mettant une distance physique entre lui et l'autel. Il a secoué lentement la tête, un profond froncement de sourcils creusant des rides sur son front. « Je ne t'ai jamais donné la permission d'utiliser ma carte de crédit d'entreprise ou mon appareil privé pour piéger qui que ce soit, » a répondu Aaron, sa voix s'élevant juste assez pour percer les chuchotements anxieux qui ondulaient à travers les premières rangées. « Je n'ai pas attendu que la dispute s'envenime davantage ou que le personnel de l'hôtel panique. » Quittant les sièges de l'allée, je suis passé devant les arches florales, directement vers la table d'honneur. Mon sac à main me pesait sur l'épaule, transportant la preuve tangible que Dana avait rassemblée. Ouvrant le dossier en cuir structuré, j'ai sorti une enveloppe craft scellée et l'ai placée sur la nappe en lin blanc, juste devant le fiancé. « Voici la chronologie médico-légale complète », ai-je dit à Aaron, gardant mon ton complètement stable. La déclaration sous serment du développeur, les journaux d'historique des versions originales et les métadonnées traçant chaque transfert de fichiers non autorisés directement vers votre matériel. Avant que la mariée ne puisse se jeter en avant pour arracher le paquet, Aaron a tendu la main et a ramassé l'enveloppe. Il ne l'a pas ouverte là, devant la foule, mais il a serré le carton épais comme une bouée de sauvetage. Notre mère a finalement réagi au chaos qui se déroulait sous les lustres de cristal. Barbara a descendu l'allée centrale en hâte, le visage rougi d'humiliation, et a saisi mon bras avec une force surprenante.
Sors d'ici, Meghan, a-t-elle sifflé, sa voix tremblant de rage. Tu as ruiné la vie de ta sœur, comme tu l'as toujours voulu. Sors avant que la sécurité ne te jette dans la rue. Notre père se tenait près du bord de la Seine, l'air 20 ans plus vieux que son âge réel. Thomas a levé une main tremblante vers le chef d'orchestre, signalant frénétiquement aux musiciens de jouer n'importe quoi pour couvrir le désastre. Je n'ai pas ruiné ce mariage, ai-je dit, retirant doucement mon bras de la prise de notre mère, sans élever la voix. Elle a choisi de construire un mariage sur une fondation de documents falsifiés et d'identités volées. J'ai simplement demandé pourquoi elle avait sauté la dernière page. Aaron a levé les yeux de l'enveloppe Kraft, son expression se durcissant en une clarté absolue. Il s'est tourné pour faire face à la femme qui se tenait à côté de lui dans sa robe de soie faite sur mesure. C'est fini, a dit Aaron à la mariée, chaque mot tombant comme une pierre dans l'espace silencieux entre eux. Le mariage est annulé. La panique a finalement brisé la façade polie de ma sœur. Chelsea a laissé tomber le microphone, le laissant émettre un fort grincement perçant contre les haut-parleurs du système de sonorisation alors qu'il frappait le plancher de bois poli. Elle a tendu la main pour attraper la manche de son fiancé, sa voix devenant stridente et désespérée. « Tu ne peux pas me faire ça », a crié Chelsea, des larmes coulant enfin sur son mascara soigneusement appliqué. « Tout le monde nous regarde. Tu dois me croire. Elle a orchestré tout ça juste pour détruire mon bonheur. » Aaron a retiré son bras de son contact d'un coup sec et décisif. Il a refusé de regarder ses larmes, se concentrant plutôt sur la réalité dévastatrice de ce que les documents représentaient. « Personne ne croira que tu ne savais pas », a crié Chelsea, sa voix résonnant sur les plafonds voûtés alors qu'un désespoir absolu prenait le dessus sur son raisonnement. « Ton nom est sur tout. La carte, l'ordinateur portable, les registres des fournisseurs. Personne ne croira que tu ne savais rien. » Les invités environnants ont halté. Chelsea s'est figée, entendant enfin ce qu'elle venait d'admettre. Le nom d'Aaron ne l'avait jamais protégé, il lui avait seulement donné quelqu'un d'autre à blâmer. Le fiancé l'a fixé avec un regard de pure répulsion, réalisant enfin qu'il n'avait été rien de plus qu'une police d'assurance pour une entreprise criminelle. Sans un autre mot, Aaron a tourné le dos à l'hôtel et a descendu les escaliers latéraux vers les portes de sortie, serrant l'enveloppe Kraft contre sa poitrine. Le chaos a éclaté dans la salle de banquet alors que les chaises raclaient en arrière et que les invités se précipitaient pour ramasser leurs manteaux, désireux d'échapper aux retombées toxiques de la famille Foster. Chelsea se tenait seule sous les projecteurs brillants, sa magnifique robe s'étalant à ses pieds comme de la neige fondante. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi, son visage tordu de pure haine. « Tu as planifié ça », a crié Chelsea, sa voix se brisant en un sanglot rauque. « Tu as détruit mon mariage. Tu as tout détruit. » J'ai posé une simple question, ai-je répondu, me détournant des débris de la scène. Tu y as répondu par un autre mensonge. J'ai marché d'un pas ferme vers la grande sortie, laissant ma famille derrière moi dans la coquille vide de leur propre fabrication. Poussant les lourdes portes en verre dans l'air frais d'automne, j'ai trouvé Dana appuyée contre l'aile de sa berline, garée près du voiturier. Mon avocate civile m'a regardé approcher, son expression illisible dans les lumières tamisées du parking. « A-t-il pris le paquet ?» a demandé Dana, m'ouvrant la portière passager. « Il l'a pris », ai-je répondu, me glissant sur le siège avant et sentant la tension accumulée de l'année passée commencer à s'évaporer de mes épaules. « Il sait tout maintenant. » Dana s'est glissée derrière le volant et a démarré le moteur, s'éloignant en douceur de l'hôtel de luxe avant que les journalistes ou les invités curieux ne puissent se rassembler à l'extérieur. Alors que nous traversions les rues calmes de la ville, une étrange chaleur inconnue s'est répandue dans ma poitrine. Pour la première fois depuis l'effondrement de mon mariage, je me suis permis de ressentir un calme sentiment de justification. Mais mon avocate a gardé les yeux fixés sur la route, offrant un rappel lucide que l'humiliation publique à l'hôtel n'était que le chapitre d'ouverture. « Profite du calme ce soir », a dit Dana, changeant de vitesse alors que nous nous arrêtions à un feu rouge, car demain matin, elle réalisera qu'elle n'a plus nulle part où se cacher, et c'est alors qu'elle commencera à détruire tout le monde autour d'elle pour se sauver. Nous sommes retournés à mon modeste bureau d'entrepôt en silence total, les lumières de la ville s'estompant derrière la fenêtre alors que je me préparais mentalement aux batailles juridiques qui nous attendaient à l'horizon.
Les pistes numériques étaient sécurisées, les preuves physiques étaient souclées, et la première ligne de défense s'était complètement effondrée sous le poids de sa propre tromperie. Mon téléphone a vibré contre le siège en cuir juste au moment où nous nous garions dans l'allée de gravier derrière l'entrepôt réaffecté. Retirant l'appareil de mon sac à main, j'ai vu une notification de message texte entrant d'un numéro inconnu. Ouvrant l'application de messagerie cryptée, j'ai vu un bref message envoyé directement à la ligne de transmission de mon conseiller juridique. Le texte provenait directement de Logan Price, le designer numérique qui avait construit l'interface fabriquée originale des mois auparavant. Les mots sur l'écran ont confirmé mes plus profondes suspicions sur la distance que ma sœur était prête à parcourir pour enterrer ses erreurs. Le travailleur indépendant a déclaré que Chelsea venait de le contacter directement, moins de 20 minutes après avoir fui le lieu du mariage, lui offrant 50 000 $ en espèces s'il signait une déclaration sous serment affirmant que c'était moi qui l'avais initialement engagé pour créer les faux profils d'aventure. J'ai tendu le téléphone à travers la console à Dana sans dire un seul mot. Mon avocate a lu l'écran lumineux dans l'obscurité de la voiture, un sourire sombre effleurant les coins de sa bouche. Le jeu avait basculé d'un conflit familial civil vers quelque chose de beaucoup plus sombre, et ma sœur venait de tomber directement dans le piège final en tentant de corrompre un témoin. Dana a demandé à Logan de rester complètement calme et d'éviter de prendre des risques inutiles, s'assurant que chaque instruction suivait les limites strictes du protocole légal. Travaillant en étroite coordination avec notre équipe technique, le designer a réussi à préserver le flux de communication frénétique où Chelsea a offert 50 000 $ en espèces pour obtenir une fausse confession. Ma sœur l'a supplié de supprimer tous les fichiers de projet restants, de lui remettre son ordinateur portable principal et de quitter l'État immédiatement avant que des assignations formelles ne puissent atteindre sa porte. Logan a enregistré chaque échange via des canaux sécurisés et surveillés, tout en refusant entièrement le pot de vin. La dissimulation a escaladé le lendemain matin. Chelsea a acheminé de l'argent via un fournisseur écran et a créé une facture antidatée me nommant comme la personne qui avait commandé le faux projet de messagerie. Elle a ensuite ordonné à Tara Mills, une employée subalterne chez Foster House Events, de supprimer un ancien répertoire de projets sous prétexte de maintenance de routine. Tara savait que l'entreprise avait déjà reçu l'avis de préservation de Dana. Au lieu de suivre l'ordre, elle a contacté le président indépendant du conseil d'administration et a enregistré l'email dans lequel Chelsea prétendait faussement que notre père avait verbalement approuvé la suppression. Lorsque Thomas a nié avoir donné une telle instruction, mes parents ont finalement compris que Chelsea était prête à utiliser son nom exactement comme elle avait utilisé la carte de crédit et l'ordinateur portable d'Aaron. Chelsea a ensuite détruit son ancien téléphone de bureau et a tenté de fermer plusieurs comptes cloud, mais les preuves ne dépendaient plus de l'appareil dans sa main. Des copies vérifiées existaient déjà sur le système de sauvegarde de l'entreprise, la station de travail préservée de Logan et l'image médico-légale créée par l'expert technique de Dana. Détruire le téléphone n'a pas effacé les preuves, cela a ajouté une autre tentative documentée de les dissimuler. Alors que l'enquête interne de l'entreprise se resserrait autour d'elle, mes parents ont fait une dernière tentative désespérée pour protéger le nom de famille d'une ruine totale. Thomas et Barbara se sont rendus à mon bureau d'entrepôt un mardi après-midi froid, portant le lourd fardeau de leur santé déclinante et des décennies de déni enraciné. Mon père a offert un règlement financier substantiel, promettant de racheter mes parts restantes dans l'entreprise familiale à leur pleine valeur marchande et exigeant que je retourne à mon ancien bureau de direction. Il m'a exhorté à laisser la famille gérer Chelsea par des canaux privés, espérant qu'une action disciplinaire interne discrète résoudrait la crise avant que les forces de l'ordre ne soient définitivement impliquées. Barbara s'est jointe à la supplique, me prévenant qu'une condamnation pénale détruirait complètement l'avenir de sa fille. « C'est ta sœur, Megan », a dit Barbara, sa voix se brisant alors qu'elle saisissait le bord de mon bureau en bois. « Tu ne peux pas les laisser la mettre en prison ?» J'ai regardé à travers la petite pièce les deux personnes qui avaient passé toute ma vie à récompenser la tromperie tout en exigeant mon endurance absolue. J'ai reconnu qu'une partie de moi avait désespérément voulu que ma sœur ressente une vraie peur, qu'elle expérimente l'incertitude terrifiante de voir son monde soigneusement construit s'effondrer. Mais en regardant les documents frauduleux se trouvant dans mon dossier juridique, j'ai secoué la tête et j'ai tranquillement refusé de signer tout accord qui peindrait la conspiration comme un simple malentendu.
Le tournant est arrivé tard ce soir-là, lorsque Tara Mills est entrée dans notre suite juridique du centre-ville, portant son propre dossier Kraft épais. La jeune employée a remis le ticket d'accès numérique montrant l'horodatage exact de la commande de suppression du serveur, ainsi qu'une copie sauvegardée du courriel trompeur où Chelsea avait explicitement invoqué le nom de notre père pour forcer la conformité. De plus, Tara a présenté le répertoire de sauvegarde complet et non édité qu'elle avait réussi à préserver, conformément aux procédures de conformité corporative appropriées. En lisant les preuves fraîchement compilées, le président indépendant du conseil d'administration a pris une décision exécutive définitive. Il a fermé son porte-documents en cuir, a regardé mon père droit dans les yeux et a déclaré que l'affaire avait depuis longtemps dépassé les limites d'un désaccord familial privé. L'équipe de direction a formellement autorisé la transmission du dossier d'enquête complet au bureau du procureur de l'État, garantissant que les empreintes numériques, les dossiers financiers fabriqués et les accusations d'entrave à la justice seraient évalués par les autorités légales compétentes, sans autre ingérence corporative. Au cours des 3 mois suivants, le conseil d'administration indépendant a mené une enquête formelle qui s'est déroulée sans le chaos du mariage, mais avec tout le poids que Chelsea avait essayé d'éviter. Il n'y a eu ni invité qui criait, ni microphone tombé, ni accusation dramatique. Il n'y avait que des salles de conférence, des dossiers de preuves scellés, des entretiens enregistrés et la lente accumulation de faits. Logan a été interrogé le premier. Il a apporté les fichiers originaux du projet, la facture impayée, l'historique des versions et les messages dans lesquels Chelsea lui avait demandé de faire en sorte que les conversations fabriquées ressemblent davantage aux miennes. Tara a suivi avec la demande de suppression, l'email affirmant faussement que notre père l'avait approuvé, et le répertoire de sauvegarde qu'elle avait conservé après avoir reçu l'avis juridique. Le service comptable a produit des relevés de paiement montrant que les fonds de l'entreprise avaient été acheminés via un compte de fournisseur lié au faux projet d'interface. Aaron a coopéré sans hésitation. Il a remis son ordinateur portable, les relevés de carte de crédit, les itinéraires de voyage, les dossiers d'inscription à la conférence et les journaux d'accès aux hôtels. L'examen médico-légal a confirmé qu'il était en dehors de l'État lorsque plusieurs des fichiers principaux ont été créés et transférés. Son appareil avait été utilisé et sa carte d'entreprise avait été débitée, mais la chronologie l'a disculpé de toute implication active. Chelsea ne lui avait pas fait confiance avec la vérité, elle avait seulement fait confiance à son nom pour absorber le blâme si le stratagème venait à être découvert. Je n'ai assisté à aucun des entretiens. Dana m'a conseillé de rester en dehors du processus, à moins que le conseil ne demande mon témoignage. Elle savait à quel point Chelsea pourrait facilement m'accuser de diriger l'enquête par vengeance. Pour une fois, j'ai écouté. J'ai permis aux preuves de parler sans essayer de contrôler l'ordre dans lequel quiconque les entendait. En janvier, le Conseil avait atteint sa conclusion, l'emploi de Chelsea a été résilié pour utilisation abusive des fonds de l'entreprise, falsification de documents, entrave à une enquête interne et conduite exposant Foster House Events à de graves risques financiers et juridiques. Ses bonus de direction non acquis ont été révoqués. Il lui a été ordonné de rembourser les dépenses non autorisées facturées via les faux comptes de fournisseurs. L'entreprise a également publié une correction publique aux anciens clients, employés et partenaires commerciaux, confirmant que les allégations contre moi avaient été fabriquées et que je n'avais jamais commis de faute professionnelle. La déclaration n'a pas restauré l'année que j'avais perdue, mais voir mon nom imprimé à côté du mot « exonéré » m'a affecté plus profondément que prévu. Colin a lu la correction aussi. Il a envoyé un bref message demandant si j'étais disposé à le rencontrer. Je n'ai pas répondu immédiatement. La justification m'avait rendu la vérité, mais elle n'avait pas réparé la confiance que nous avions tous deux laissé s'effondrer. Une fois que le conseil d'administration a complété ses conclusions internes, Dana a déposé mes plaintes civiles pour diffamation, ingérence dans les relations commerciales et perte de revenus. Elle a documenté les clients qui avaient suspendu des contrats, le salaire et les avantages que j'avais perdus, et les dommages financiers causés par mon exclusion forcée de l'entreprise. L'affaire pénale s'est développée séparément. Le bureau du procureur de l'État a examiné les factures frauduleuses, les messages de corruption de témoins, l'ordre de suppression du serveur, l'utilisation abusive de l'identité d'Aaron et la destruction de preuves après que Chelsea ait reçu un avis formel de les préserver.
Chaque élément provenait d'une source différente, Logan avait les fichiers du projet, Tara avait les instructions de suppression, Aaron avait l'appareil et les relevés de voyage, le personnel comptable avait la piste financière. Aucun d'entre eux ne dépendait de ma seule parole. Cela comptait, car pendant la majeure partie de l'année précédente, Chelsea avait survécu en faisant passer chaque accusation pour une dispute entre deux sœurs amères. L'enquête a détruit cette défense, trop de documents indépendants pointaient dans la même direction. Fin février, son avocate a compris à quoi elle était confrontée, un procès public exposerait toute l'histoire de la fausse liaison, l'argent de l'entreprise, la tentative de piéger Aaron et l'effort pour acheter le silence de Logan. Cela la rendrait également vulnérable à des accusations plus graves si un jury estimait que la dissimulation montrait une intention criminelle délibérée. Plutôt que de risquer un procès qu'elle était peu susceptible de gagner, Chelsea a autorisé son avocate à entamer des négociations pour un accord de plaidoyer anticipé. Quand Dana me l'a dit, je m'attendais à me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me suis sentie fatiguée. Le mariage avait été le moment où le masque de Chelsea s'était fissuré. Les mois qui ont suivi ont prouvé quelque chose de plus difficile et de plus important. Elle avait eu chance après chance d'arrêter, de dire la vérité et d'accepter ses responsabilités. Chaque fois, elle avait choisi un autre mensonge. L'accord négocié exigeait que Chelsea plaide coupable aux chefs d'accusation les plus lourdement documentés, impliquant la falsification de dossiers commerciaux, l'utilisation abusive non autorisée d'identité, le détournement de fonds d'entreprise et la destruction de preuves après notification. Même en acceptant les termes du plaidoyer, son équipe juridique a tenté d'insérer une clause de justification finale, me blâmant d'avoir créé un environnement de travail hostile qui l'aurait prétendument poussé à se venger. Dana m'a tendu le projet d'accord dans notre bureau, pointant les paragraphes accusateurs. J'ai catégoriquement refusé de signer ou d'autoriser tout document contenant un faux récit qui mettrait une partie de la falsification sur mes épaules. En même temps, j'ai refusé d'exiger une sentence plus sévère par pure vengeance, permettant au cadre juridique convenu d'avancer sans ingérence. Barbara est arrivée à mon bureau d'entrepôt un après-midi froid, portant une lettre de clémence fortement formulée, demandant une réduction de peine judiciaire. Ma mère a posé le document sur mon bureau en bois, les mains tremblantes, me suppliant de le signer avant la date d'audience à venir. Elle ne survivra pas à une peine de prison, Megan, a plaidé Barbara, des larmes coulant sur les bords de ses lunettes. Tu es la seule personne qui peut empêcher ta sœur d'aller en prison. J'ai regardé à travers la petite pièce les deux personnes qui avaient passé toute ma vie à récompenser la tromperie tout en exigeant mon endurance absolue. J'ai reconnu qu'une partie de moi avait désespérément voulu que ma sœur ressente une vraie peur, qu'elle expérimente l'incertitude terrifiante de voir son monde soigneusement construit s'effondrer. Mais en regardant les documents frauduleux se trouvant dans mon dossier juridique, j'ai secoué la tête et j'ai tranquillement refusé de signer tout accord qui peindrait la conspiration comme un simple malentendu. Le tournant est arrivé tard ce soir-là, lorsque Tara Mills est entrée dans notre suite juridique du centre-ville, portant son propre dossier Kraft épais. La jeune employée a remis le ticket d'accès numérique montrant l'horodatage exact de la commande de suppression du serveur, ainsi qu'une copie sauvegardée du courriel trompeur où Chelsea avait explicitement invoqué le nom de notre père pour forcer la conformité. De plus, Tara a présenté le répertoire de sauvegarde complet et non édité qu'elle avait réussi à préserver, conformément aux procédures de conformité corporative appropriées. En lisant les preuves fraîchement compilées, le président indépendant du conseil d'administration a pris une décision exécutive définitive. Il a fermé son porte-documents en cuir, a regardé mon père droit dans les yeux et a déclaré que l'affaire avait depuis longtemps dépassé les limites d'un désaccord familial privé. L'équipe de direction a formellement autorisé la transmission du dossier d'enquête complet au bureau du procureur de l'État, garantissant que les empreintes numériques, les dossiers financiers fabriqués et les accusations d'entrave à la justice seraient évalués par les autorités légales compétentes, sans autre ingérence corporative. Je n'ai pas signé sa pétition. Pourtant, j'ai refusé de soumettre une déclaration supplémentaire insistant pour une peine maximale. J'ai laissé le résultat final entièrement entre les mains du système juridique, gardant mes distances avec les appels émotionnels d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment protégée quand les mensonges avaient commencé. L'air matinal de mai portait un froid vif et inflexible à travers les hautes fenêtres du palais de justice de l'État.
Mais à l'intérieur de la salle d'audience bondée, l'atmosphère était lourde et complètement dépourvue d'oxygène. J'étais assise sur le banc de bois au 3e rang, mes doigts reposant tranquillement sur la lanière de cuir de mon sac à main, tandis que le juge examinait les documents finaux soumis par les 2 avocats. Des mois d'enquête incessante, de sauvegarde numérique vérifiée et de confrontations familiales douloureuses s'étaient finalement compressés dans cette seule pièce silencieuse. Chelsea se tenait à côté de son avocate de la défense près de l'avant, vêtue d'un simple tailleur gris qui manquait de toute trace de l'élégance sans effort qu'elle projetait habituellement lors de nos événements familiaux. Sa posture était rigide, et ses yeux restaient fixés sur la surface en acajou poli de la table de la défense, refusant de regarder vers la galerie où nos parents étaient assis dans un silence de pierre. Le juge-président a ajusté ses lunettes, a éclairci sa gorge et a formellement adressé la cour concernant l'accord de plaidoyer négocié qui avait été déposé plus tôt ce printemps. Suite à des mois d'examen minutieux par les procureurs de l'État, ma sœur avait officiellement plaidé coupable pour les chefs d'accusation de félonie les plus minutieusement documentés contre elle, acceptant l'entière responsabilité de la falsification de documents commerciaux, de l'utilisation abusive de fonds d'entreprise, de l'utilisation d'identités numériques non autorisées pour commettre une fraude, et de la destruction délibérée de preuves préservées après avoir reçu un avis juridique formel. Le cadre juridique était précis et définitif, évitant le spectacle chaotique d'un procès public complet tout en assurant que la responsabilité restait absolue. Le juge a condamné Chelsea à 12 mois dans un établissement correctionnel à sécurité minimale, suivi de 3 ans de probation supervisée, d'heures de travaux communautaires obligatoires et d'ordres stricts de restitution financière conçus pour rembourser les fonds qu'elle avait détournés des comptes de l'entreprise. Il n'y a eu ni applaudissements théâtraux dans la salle d'audience, ni éclat soudain de victoire écrasante. La justice est arrivée tranquillement, vêtue des habits sobres de la réalité procédurale. Avant que l'huissier ne l'escorte par les portes latérales vers les cellules de détention, ma sœur a légèrement tourné la tête et a balayé la pièce du regard jusqu'à ce que son regard se pose sur le mien. L'expression dans ses yeux portait un poids amer et épuisé. « Tu as eu ce que tu voulais ?» a chuchoté Chelsea, sa voix portant à peine au-delà de la cloison de bois. « Tout le monde me déteste maintenant. » Je ne me suis pas levée de mon banc et je n'ai pas laissé ma posture vaciller sous le dernier appel émotionnel. Je voulais retrouver mon nom, Chelsea, ai-je répondu, gardant mon ton stable et complètement dénué de malice. Tu as continué à choisir des choses qui t'ont coûté le tien. Elle a entrouvert les lèvres comme pour offrir une dernière justification, peut-être pour demander une fois de plus pourquoi j'avais refusé de signer sa pétition de clémence. Mais l'huissier a doucement posé une main sur son épaule et l'a guidé le long du couloir moquetté. La lourde porte métallique s'est refermée derrière eux avec un bruit creux et définitif qui a résonné dans toute la salle d'audience. Les conséquences en cascade de ces choix ont remodelé le paysage restant de notre famille. Quelques jours après la condamnation, Aaron a officiellement rompu les fiançailles, s'assurant que son conseiller juridique accomplisse toutes les formalités restantes pour couper complètement toute responsabilité partagée ou association persistante avec les actions de ma sœur. Il ne m'a plus jamais contacté, préférant reconstruire tranquillement sa réputation professionnelle loin des vestiges toxiques de notre cercle social. Bien que les lettres formelles d'exonération fournies par notre équipe juridique aient assuré que sa carrière restait entièrement protégée des dommages collatéraux, Colin a poursuivi son propre chemin, dédiant tranquillement son temps à ses projets de conseil privé et maintenant une distance respectueuse de ma vie nouvellement établie. Nous avons échangé un bref courriel poli des mois plus tard, reconnaissant la clôture absolue de notre passé partagé, mais aucun de nous n'a entretenu l'illusion que le temps pourrait inverser ce qui avait été brisé. Mon père a choisi de démissionner de son rôle exécutif actif chez Foster House Events bien plus tôt qu'il ne l'avait initialement prévu, épuisé par les scandales en cascade et la lourde réalisation de son propre favoritisme de longue date. Le conseil d'administration a rapidement nommé un directeur général externe, issu de l'extérieur de la famille, s'assurant que l'entreprise serait gérée selon des normes professionnelles plutôt que des loyautés émotionnelles. Barbara et moi avons maintenu une forme de communication polie et très restreinte. Ma mère appelait occasionnellement le dimanche après-midi, parlant d'une voix prudente du temps ou de son club de jardinage, mais elle n'a plus jamais tenté de cacher les méfaits familiaux ou d'exiger que je sacrifie mes limites pour maintenir la paix. J'ai répondu à ces appels avec une civilité calme, mais j'ai fermement établi que je ne reprendrai plus le rôle de la femme au foyer qui nettoyait après les désastres des autres.
Quelques semaines après la conclusion des procédures de condamnation, Thomas a envoyé une lettre formelle par l'intermédiaire de son avocat d'entreprise, proposant de me réintégrer en tant que directrice des opérations principales de Foster House Events, avec un important paquet d'actions et un contrôle administratif total. L'invitation représentait tout ce que j'avais autrefois cru être mon droit de naissance ultime au sein de l'entreprise familiale. Assise à mon bureau dans l'entrepôt en briques tranquille de l'autre côté de la ville, j'ai lu la proposition formelle 2 fois avant de la poser à côté de mon ordinateur portable. J'ai poliment décliné l'offre par une réponse officielle rédigée par Dana. Revenir à l'empire corporatif signifierait revenir dans un système qui m'avait demandé de prouver mon innocence tout en protégeant activement la personne qui fabriquait les mensonges. Je préférais les planchers poussiéreux, les fenêtres industrielles et le lourd travail physique de restauration de propriétés historiques qui possédaient une réelle intégrité structurelle. Mon studio indépendant a décroché son premier grand contrat de restauration commerciale ce printemps-là, entièrement obtenu par des appels d'offres compétitifs et un savoir-faire méticuleux, plutôt que par un privilège hérité ou un soutien financier caché. Le travail était exigeant, salissant et profondément satisfaisant, me permettant de construire quelque chose de durable de mes propres mains et avec ma propre réputation vérifiée. En juillet, exactement 1 an après le début du cauchemar initial, j'ai déverrouillé l'armoire de rangement métallique lourde dans le coin de mon bureau pour signer les documents de règlement financier final, clôturant le litige civil. Reposant tout en bas du tiroir supérieur se trouvait le document original de 5 pages que j'avais écrit lors de la médiation finale avec Colin, de nombreux mois auparavant. Tirant les lourds papiers à la lumière de l'après-midi, j'ai feuilleté les feuilles lentement. Les 4 premières pages contenaient toujours chaque confession brutale et non filtrée de mes propres défauts matrimoniaux, détaillant mon obsession incessante du contrôle, ma distance émotionnelle et les hauts murs que j'avais inconsciemment érigés autour de notre foyer. Ces aveux étaient entièrement réels, et les regarder ne me causait plus de honte, mais plutôt un profond sentiment de conscience de soi. Puis mes yeux se sont posés sur la dernière feuille de papier. La 5e page contenait toujours le résumé médico-légal, les journaux de métadonnées vérifiés et la preuve numérique froide de la conspiration que ma sœur avait construite pour effacer mon identité. Je n'ai pas mis le feu au papier et je ne les ai pas déchirés en confettis pour célébrer un triomphe creux. Le document n'était plus une arme de représailles, ni un bouclier contre des accusations imméritées. Il était simplement devenu une pièce d'histoire, une archive enregistrée d'un chapitre qui m'avait enseigné le coût exact de la loyauté mal placée et la valeur irremplaçable de la vérité absolue. Redressant soigneusement les bords des pages, j'ai remis le document dans son dossier Kraft protecteur et j'ai verrouillé la porte de l'armoire avec un clic ferme et satisfaisant. J'ai pris mon porte-document en cuir, vérifié ma montre et suis sorti par la porte d'entrée pour rencontrer le nouveau consultant architectural qui m'attendait en bas, marchant directement sous le soleil éclatant de l'après-midi sans regarder en arrière. Quand on passe toute sa vie à construire une forteresse pour les autres, on oublie souvent de vérifier si les fondations sous ses propres pieds sont solides. La vraie force ne se trouve jamais dans la quantité de chaos que l'on peut absorber en silence, ni dans le nombre de désastres que l'on peut réparer derrière des personnes qui refusent de prendre leurs responsabilités. Protéger sa paix exige une clarté absolue, des limites fermes et le courage de refuser la responsabilité d'erreurs que l'on n'a jamais commises. Aucun titre familial ou histoire partagée ne devrait jamais vous coûter votre vérité ni exiger que vous sacrifiez votre identité pour préserver une illusion confortable. Avez-vous déjà gardé le silence pour maintenir la paix, pour réaliser ensuite que ce silence vous détruisait de l'intérieur ?